Monsieur le Président, il me fait plaisir de pouvoir prendre la parole sur un projet de loi qui, je pense, est particulièrement crucial dans les débats actuels. Je tiens à préciser que le projet de loi S7, loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares, est un projet de loi qui a été mis en place par le Sénat, donc des parlementaires non élus par la population canadienne. Également, Monsieur le Président. Order. There is a lot of noise in the House. I would ask order. I'd ask all honourable members who wish to carry on conversations. We are back on orders of the day. The honourable member for Abitibi-Temiskaming has been recognized and is partway through her remarks. And so if I could ask all honourable members who wish to carry on conversations to make their way out of the chamber to the respective lobbies, and we'll get underway again. The honourable member for Abitibi-Temiskaming. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, comme je le spécifiais, le projet de loi S7 sur lequel je vais prendre la parole est un projet de loi qui a été présenté par le Sénat, donc un projet de loi qui a été mis en place par des gens qui n'ont pas été élus démocratiquement par la population canadienne. Je tiens aussi à remercier ma collègue de Joliette, avec laquelle je vais partager mon temps et qui va vous exprimer ses remarques suite à mon discours. Tout d'abord, j'aimerais spécifier que, comme la députée néo-démocrate de Pierrefonds-Dollard, je suis d'accord avec le fait qu'aucune fille, aucun enfant ne devrait être victime de quelconque violence, qu'il ne devrait pas avoir de place dans ce pays pour les mariages forcés, les crimes d'honneur ou toute autre forme de violence, comme contre les femmes ou les enfants. Sur ce terrain, on est d'accord avec le principe et avec le but poursuivi. Les gens qui commettent de telles violences envers les enfants et envers les femmes doivent être punis. Maintenant, quand on parle de violence faite aux femmes, ce combat-là est un combat qui doit se mener d'abord sur le terrain. Je veux lever mon chapeau aux intervenants de première ligne, aux agents de sécurité, aux agents frontaliers, bref, à tous les gens qui travaillent sur le terrain, qui sont témoins de ces violences et de ces crimes. C'est des situations qui sont pas évidentes à vivre, à voir, et je pense qu'on doit leur lever le chapeau pour le travail qu'ils essaient de faire sur le terrain. En effet, ils doivent intervenir pour prévenir ces crimes ou agir auprès des victimes et sont engagés dans un combat de tous les jours. Et c'est pour ça que je leur lève mon chapeau et que j'espère qu'ils sont prêts à continuer le combat contre ces violences faites aux femmes. Maintenant, ce que je veux spécifier, c'est que le Comité sénatorial des droits de la personne a présenté un rapport sur ce projet de loi dans lequel il précise que d'autres mesures sont nécessaires pour remédier au problème de la polygamie, du mariage forcé ou du mariage précoce. Plus particulièrement, le comité confirme qu'il faut éduquer et sensibiliser les gens et leur offrir des services de soutien. Cependant, le projet de loi S7 a été adopté par le Sénat sans amendement. On voit ici qu'il y a un problème majeur. Donc, on prend un problème, une situation très complexe, et la seule approche qu'on semble faire, c'est une approche législative, alors que même le comité sénatorial avait dit que des mesures d'éducation, de sensibilisation devaient faire partie de l'approche. Je tiens à préciser, pour ceux qui peut-être ont la mémoire un peu plus courte, qu'au Canada, on a vécu plusieurs situations aussi, il y a une centaine d'années, où est-ce que les femmes étaient victimes de violences, de mariages forcés. Combien il y a de jeunes filles qui ont été obligées de se marier pour camoufler une grossesse, ou que la seule solution pour elles, c'était pour quitter le foyer familial et espérer avoir une vie décente, c'était soit de se marier ou soit d'aller chez les sœurs. Il y a eu de nombreuses situations où des femmes ont été contraintes, soit par des situations socio-économiques ou par un contexte culturel, à des mariages. Et, au fil des années, c'est tranquillement l'éducation, les changements de mentalité, l'éducation des parents aussi, qui a fait la différence et qui a fait qu'on en est rendu à un point
ou est-ce qu'on peut dire que les femmes vivent à égalité avec les hommes, même s'il reste du travail à faire? En principe, le principe d'égalité homme-femme est reconnu, même si dans les faits, dans la vie quotidienne, il reste encore du travail à faire. Je tiens à préciser qu'au Canada, justement, il y a de nombreuses femmes, si on parle avec les personnes âgées. J'ai eu la chance de travailler comme infirmière avec des personnes âgées, et quand on discute avec des dames de 95 ans, 85 ans, on se rend compte de la situation qui était complètement différente. Il y a de ces femmes-là qui, excusez-moi, mais étaient violées par leur mari soir après soir parce qu'elles avaient eu la malchance de piger le mauvais numéro quand il est venu le moment de se faire dire, ben, là, il est temps que tu te maries, ma grande, puis que tu passes à autre chose ou que tu rentres chez les sœurs. Donc, on a eu des situations très difficiles et l'expérience de ces femmes-là peut nous aider à comprendre comment on peut cesser ces pratiques-là. Malheureusement, on fait complètement abstraction de ce qui s'est passé ici, comme si tout avait toujours été beau et que tout s'était bien passé pour les femmes ici. Et je pense que ça, il faudrait le prendre en considération si on veut vraiment changer les mentalités. Et ce qu'on peut voir, c'est le travail historique qui a été fait par les femmes au travers des époques pour faire changer les cultures. Ce travail-là ne s'est pas passé par la voie législative, il s'est passé par la voie d'implication, par changement des mentalités, par le monde qui ont travaillé dans le milieu et qui ont travaillé sur le terrain pour faire changer ces pratiques-là. Donc, je pense que de prendre en considération ce qui s'est passé ici pourrait nous aider. Maintenant, je crois que un des problèmes aussi avec ce projet de loi-là, notamment avec ce qui touche la polygamie, c'est que si on est reconnu coupable de polygamie, donc si un homme est reconnu d'avoir entretenu des relations polygames, c'est l'ensemble de sa famille qui peut être expulsé. Il y a une espèce de non-sens dans le projet de loi. Soit les femmes sont victimes de la polygamie, soit elles sont complices. Et de la manière dont j'ai pu entendre tous les députés parler, y compris les députés conservateurs, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas, pour eux, c'était clair que les femmes étaient victimes de la polygamie, pas complices. Alors, si les femmes sont victimes de la polygamie, pourquoi on ne leur permet pas de rester ici et qu'on les oblige à retourner dans le pays avec leur mari polygames? On leur offre même pas la possibilité de demeurer ici alors qu'on considère qu'elles ont été victimes de polygamie. Il y a un non-sens là-dessus. Je pense que c'est primordial et dans les amendements qu'on va éventuellement apporter au projet de loi, on veut offrir aux victimes une exonération de la résidence permanente conditionnelle, donc permettre aux épouses et aux enfants d'une personne expulsée pour avoir menti aux autorités au sujet de son état matrimonial, de demeurer au Canada où ils sont installés. Je pense que c'est quelque chose de primordial. Puis il faut aussi prendre conscience des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer pour une femme qui a été victime de polygamie et qui, que les autorités ont fini par s'en rendre compte? Qu'est-ce qui va se passer pour sa santé, sa sécurité physique, quand on va retourner dans le pays où est-ce qu'elle vient, qui vont être expulsées et que, on va se rendre, que monsieur va peut-être considérer que c'est à cause de elle qu'il n'a pas pu rester au Canada? Pensez-vous qu'il va lui offrir des fleurs puis une nouvelle robe ou qu'elle va manger la volée de sa vie? Je pense qu'il faut être conséquent avec ce qu'on pense. Ici, je pense que c'est clair pour tous les parlementaires que les femmes sont victimes de la polygamie. Donc, si elles sont victimes, il faut les empêcher de subir les conséquences de ce que pourrait amener une expulsion sur leur santé, leur sécurité et même leur vie. Et je pense que ce gouvernement-là a une responsabilité envers les femmes pour s'assurer qu'elles ne sont pas doublement victime. C'est pas en se disant, bon, elle va peut-être manger la volée de sa vie, mais ça ne sera pas au Canada. C'est pas notre problème. Ça ne serait pas une façon responsable de penser. Donc, il faut être sûr qu'on comprend bien les conséquences de nos gestes lorsque on va imposer des conséquences aux femmes qui sont victimes de polygamie. Il faut également permettre aux enfants qui sont laissés à l'étranger d'être éligibles à l'immigration au Canada et d'avoir accès au système d'immigration canadien et offrir des services de prévention et de soutien aux victimes. Ce que je veux rapidement dire, c'est pas aux enfants de payer parce que
ça donne qu'ils sont nés de la mauvaise épouse de leur père. C'est pas un enfant qui, malheureusement, son père, qui est vraiment son père, a choisi une autre de ses femmes. C'est pas à lui de payer les conséquences de tout ça. Et je pense qu'il devrait avoir le droit de s'établir ici s'il ne présente pas de risque pour la société canadienne. Donc, je vais attendre les questions de mes collègues avec impatience, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? The Honourable Member for Saanich Gulf Islands. Merci, ma collègue, pour le discours. Vous avez le membre, le député, la députée, Monsieur le Président, a mentionné quelques problèmes avec ce projet de loi. Pour moi-même, je trouve le plus grand problème, c'est avec le titre. Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares. Je pense que c'est un titre un peu, qu'on peut dire, I find it misleading. We can disapprove of polygamy, but this appears to be a Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act. It only directs itself to polygamy. What do you suppose the Conservative administration means to do by giving it this overblown and somewhat hyperbolic title? Député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'encore une fois, le gouvernement conservateur joue avec les mots pour un peu attiser une espèce de peur de l'étranger, une peur de l'autre, parce que c'est souvent des pratiques qui sont pratiquées encore à l'étranger. Je suis tout à fait en désaccord de dire pratiques culturelles barbares, de mettre le mot culturel, parce que comme je l'ai démontré, ces pratiques-là de mariage forcé ont eu lieu au Canada, ont eu lieu dans la tradition britannique, ont eu lieu dans la tradition française. Donc, il faudrait aussi dire que nos propres cultures ou la propre culture d'où on origine est barbare. Donc, je pense que c'est un mauvais terme. C'est des gestes qui sont barbares et ce ne sont pas les cultures qui sont barbares. Peu importe qui les font. Questions and comments? Questions et commentaires? Honorable députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue pour son discours. Maintenant, je sais que 10 minutes, c'est pas très long pour s'exprimer, mais est-ce qu'elle veut ajouter des choses qu'elle n'a pas eu le temps de nous dire, qui seraient importantes pour elle que la population canadienne soit au courant? Député de Abitibi-Témiscamingue. Je pense que ce serait intéressant de consulter des spécialistes canadiennes de l'histoire des femmes qui vont être capables de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé au Canada pour qu'on arrête ces pratiques-là et qu'on décide qu'on s'en aille vers l'égalité des femmes. Qu'on voit c'est quoi le processus qui s'est passé, comment on a pu influencer les gens dans leurs pratiques, dans leur culture, dans leur façon de penser et d'en arriver avec le même résultat pour les immigrants qui ont peut-être pas traversé cette période-là de l'endroit où ils sont originaires. Je pense qu'on a énormément à apprendre sur plusieurs personnes qui pourraient nous donner des conseils beaucoup plus efficaces au niveau de la consultation et de l'approche de milieu à la place de simplement envisager comme toujours une voie uniquement législative, à la place de mettre en place des moyens financiers pour que justement qu'il y ait des stratégies, qu'il y ait des programmes et qu'on lutte contre le problème sur le terrain à la place de lutter contre le problème d'une manière uniquement législative. Questions et commentaires? Questions and comments? Alors, la députée de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Si on cherche des exemples de pratiques culturelles barbares, on a suffisamment en Occident, dans notre belle grande civilisation qui veut montrer à la planète comment vivre. Les 2 guerres mondiales, l'Holocauste, la guerre des Balkans. Si on se fait accuser de toutes sortes d'affaires après, c'est peut-être pas totalement un hasard. On devrait commencer par régler nos propres problèmes culturels barbares, comme faire une enquête sur l'assassinat des femmes autochtones assassinées disparues. J'aimerais que ma collègue élabore là-dessus. Merci, M. le Président.
Alors, la députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est justement pour ça que je disais à la question de ma collègue de Saanich Gulf Island que le titre pose problème. Ce ne sont pas des pratiques culturelles barbares, ce sont des gestes barbares qui sont posés dans plusieurs cultures et qui ne sont pas, ce sont pas des gestes qui font implicitement partie de la culture. Il y a des gens qui sont très ouverts. Quand j'ai travaillé, par exemple, au Sénégal, il y a des gens qui commençaient à faire preuve d'ouverture. Il y a de plus en plus d'hommes qui eux-mêmes disaient, moi, j'en veux pas de 4 épouses, j'en veux juste une et ça me va bien. Donc, les mentalités peuvent changer. Mais c'est sûr que quand on fait, si on peut dire un peu l'hypocrite et qu'on suppose que de notre côté, on a toujours bien agi et que on juge l'autre sans réfléchir sur nous-mêmes, sur l'histoire et sur ce qu'on a fait dans le passé, il y a une question d'hypocrisie qui rend, si on peut dire, notre approche un peu moins crédible. Reprise de débat. Alors, la députée